Ici, Moscou. Gros plan sur le Maghreb. Aujourd'hui, l'animateur permanent de cette rubrique, notre commentateur Igor Yazon, vous propose d'écouter sa note. Le scénario irakien ne se répétera-t-il pas en Libye? Et à la fin du programme, il y aura un bref aperçu de certains événements dans la région. Ce programme est disponible aussi sur notre site internet www.french.ruvr.ru. La Chambre des représentants de Libye, le Parlement libyen, a voté pour l'intervention immédiate de la communauté internationale dans les événements dans le pays. Formellement, il s'agit de la protection de la population civile, mais en réalité, du sauvetage de la Libye d'une désintégration totale. Il y a quelque temps, les pouvoirs de l'Irak ont lancé un appel à la communauté internationale pour demander de l'aider à garder l'intégrité du pays en vue de la menace réelle du côté du mouvement l'État islamique en Irak et au Levant. Ce sont les États-Unis qui ont répondu à leur demande les premiers. Leur aviation a bombardé les positions des islamistes. La répétition du même scénario est-il possible en Libye? À cette question de notre commentateur Igor Yazon répond dans l'interview par téléphone Luc Michel, un géopolitique belge, l'administrateur général de l'ONG Observation eurasienne pour la démocratie et les élections, un animateur de EODE TV et Afrique Média. Je dirais que la Libye est dans une situation pire que l'Irak. Parce qu'en Irak, il y a encore une armée irakienne, il y a encore, bon évidemment, l'appui américain, tandis que la Libye n'a plus tout ça. Le problème qui se pose là-bas, il se pose dans d'autres États, le Yémen, la Somalie. Il faut partir au cœur de tout ça. Il y a un responsable, ce sont les États-Unis. Moi, je n'ai pas peur des mots. Comment l'impérialisme américain travaille depuis maintenant environ 60 ans? L'impérialisme américain, en fait, ça remonte à la Deuxième Guerre mondiale. Il y a un livre manifeste, l'homme qui l'a écrit, c'est un théoricien conservateur qui s'appelle James Burnham. C'est l'ancêtre des néoconservateurs de George Bush. Il a écrit un livre qui s'appelle The Struggle for the World et en français, la traduction s'appelait Pour la domination mondiale. Le but des Américains, c'est la domination mondiale et ils ont donc créé un appareil pour faire tout ça. L'appareil, ce n'est pas seulement l'armée, les services secrets, la diplomatie qui est une diplomatie offensive, les ambassadeurs américains, mais derrière ça, il y a un appareil, il y a un appareil intellectuel, c'est ce qu'ils appellent les fameux think tanks. Il y a donc des gens qui conçoivent des scénarios. La CIA, par exemple, en permanence, chaque année, organise des centaines de colloques, d'instituts de recherche, etc. Il y a, par exemple, chaque année, des rapports de la CIA où on esquisse des scénarios, les scénarios qui portent sur 10 ans, 20 ans, 25 ans. Ensuite, on choisit un pays et dans le pays, on expérimente une série de choses. Le laboratoire, ils appellent ça des laboratoires. Le laboratoire de ce qui se passe actuellement en Irak, en Syrie, ce qu'ils ont essayé en Syrie, qui n'a pas marché parce que la Russie a soutenu Bachar el-Assad et qu'en Syrie, l'État était fort. Mais ce qui se passe en Libye, ce qui se passe dans tous ces États africains, ce qu'on essaye aussi de faire dans le Caucase, ce qui se passe maintenant en Ukraine. Maintenant, venons-en, Igor, à votre question qui est l'Irak et la Libye. Lorsque les néoconservateurs sont arrivés au pouvoir, ils ont lancé un projet qui est ce qu'ils appellent le Grand Moyen-Orient. Quelles sont leurs cibles principales? C'est les régimes nationalistes révolutionnaires arabes, l'Irak bassiste, la Syrie bassiste, la Jamaïria socialiste de Kadhafi et les régimes, ce que j'appelle les régimes nassériens résiduels, notamment le Yémen. Il s'agit en fait de détruire les États forts, l'Irak de Saddam Hussein qu'on appelait la Prusse du Moyen-Orient, et il y a la Libye de Kadhafi. Moi j'ai travaillé 25 ans avec la Jamaïria, il ne faut pas raconter, croire tout ce qu'on raconte, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'État, que c'était tribal, ce n'est pas vrai.
La Libye, c'était un État qui était organisé sur le base de 22 grandes municipalités. C'était un système de démocratie directe. Et il y avait un État, une armée, des forces de sécurité. C'était surtout l'État qui assurait la stabilité dans toute la zone saharienne et sud-saharienne. Kadhafi contrôlait, la Jamaïria contrôlait tout ça. Et la Libye était un État stable et prospère. Il y a un deuxième concept, Igor, qu'il faut comprendre dans les théories américaines. C'est ce qu'on appelle la géostratégie du chaos. De quoi s'agit-il ? Eh bien, c'est très simple. C'est ce que moi j'ai appelé le scénario du diable. Que disent les théoriciens américains? Si vous ne pouvez plus assurer un État à votre service, si vous ne pouvez plus contrôler militairement, politiquement, diplomatiquement un État, faites-le éclater. Assurez l'anarchie. Faites-le éclater en province. Faites-le éclater en État autonome. Lancez les ethnies les unes contre les autres. Lancez les religions les unes contre les autres. Lancez les hommes politiques les uns contre les autres. Va s'installer le chaos. C'est ce qui se passe en Libye. C'est ce qui se passe en Irak. C'est ce qu'on a essayé en Syrie. Et le laboratoire de cette théorie du chaos, ça a été la Somalie. Et en géopolitique d'ailleurs, lorsqu'un État est en train d'éclater, comme la Libye ou l'Irak, on parle de somalisation. Le même phénomène d'ailleurs est en route actuellement en Ukraine. C'est un État qui ne fait que reporter l'échéance. L'Ukraine est un État en voie de faillite. Voilà, on est dans des États où on applique cette fameuse somalisation, cette théorie du chaos, et on arrive à la situation libyenne ou à la situation irakienne. Monsieur Luc, le Parlement libyen a prononcé en faveur de l'intervention étrangère pour protéger les civils dans leur pays. À qui il s'adressait le Parlement libyen? Igor, ce qu'on emploie en Libye, on emploie tout un vocabulaire qui fait croire que on est dans des États de type occidental. Il faut savoir que la Libye n'a plus d'institutions. Ce qu'on appelle le Parlement libyen, c'est le Parlement qui est issu des élections de juillet 2012. Ce sont des élections truquées. C'est-à-dire qu'on a commencé par éliminer 800 000 Kadhafis des listes électorales. On a en Libye même éliminé donc plus de 800 000 électeurs. On a truqué les élections puisque les élections se sont faites dans des villes contrôlées par les milices islamistes. C'est-à-dire que si vous suivez la carte des élections, eh bien, la couleur des députés, c'est la couleur des milices existantes, y compris pour ce qu'on appelle les forces libérales. Les forces libérales ont été élues où elles avaient leur milice, elles ont leur milice également. En alliance d'ailleurs, ne vous laissez pas avoir force libérale, ça veut dire pro-américaine, pro-globalisation. Donc c'est un parlement illégitime qui est élu au travers d'une gigantesque fraude électorale. L'Union européenne a avalisé ça, mais il n'y avait pas de mission de monitoring électoral indépendante. Les missions américaines, on dit c'est très bien, ce sont des organismes américains liés au State Department qui organisaient l'élection, donc c'est un parlement qui ne représente rien. Et quelle est la réalité de la Libye? C'est un ensemble d'armées privées qui se font la guerre. Les Américains ont achevé le chaos en organisant, en soutenant le coup d'État du fameux général Hifter. Qui est le général Hifter? C'est un agent de la CIA depuis 25 ans, qui a organisé plus de 10 coups d'État pour les Américains contre Kadhafi. À lui se sont ralliés en quelques jours tous les chefs d'état-major libyens, l'armée de terre, l'armée de l'air, la marine, mais c'est une armée croupion qui a été détruite avec la Jamaïria. Il y a au moins 8 grandes armées privées en Libye, et alors il y a les forces en plus de ça, il y a le mouvement Ansar el-Sharia, donc qui dans la Cyrénaïque, ça c'est l'armée privée d'Al-Qaïda. C'est contre elle que quasiment exclusivement le général Hifter mène des combats. En sachant que les Américains sont déjà présents en Libye puisqu'ils contrôlent ce qui reste d'armée, ils sont présents avec les mercenaires, avec les firmes occidentales de mercenariat. Une des clés de la théorie du chaos, Igor, c'est que quand on a fait éclater le pays, quand l'anarchie règne, avec quoi assure-t-on le contrôle du pays? Il faut plus grand-chose, il faut pas de grandes armées. Qu'est-ce qui intéresse encore actuellement
les Américains, c'est qu'ils n'y aient pas un nouvel État libyen. S'ils viennent là-bas, c'est pas pour aider à restaurer l'État, bien au contraire. C'est que la résistance kadhafiste qui existe ne puisse pas reprendre le pouvoir. Et la troisième chose, c'est que la production de pétrole soit sous contrôle. Dans la théorie du chaos, quand l'État a été somalisé, qu'est-ce qu'il faut? Quelques bases militaires, Igor, quelques unités locales encadrées par des conseillers occidentaux, et qu'est-ce qu'il faut? De grandes unités de mercenaires. C'est ce qui se met en place actuellement en Libye. En Libye, la production de pétrole, elle n'a pas été arrêtée. Simplement, les revenus du pétrole ne reviennent plus à l'État libyen. Je vais vous donner un exemple. Sous Kadhafi, la population payait l'essence 10 eurocents. Cela veut dire 5 ou 6 cents de dollars. Maintenant, un litre de pétrole, quand il y en a, il y a de gigantesques pénuries de pétrole, d'essence à Tripoli, par exemple. Un litre de pétrole coûte entre 5 et 6 dollars. Et la Libye est un État producteur de pétrole. Mais le pétrole est volé. Ce qu'il faut comprendre, on en revient, si vous voulez bien, Igor, comme conclusion. Ce qui s'est passé en Libye, ce qui s'est passé en Irak. Au départ de tout ça, il y a la destruction des États. Quand les Américains envahissent l'Irak, ils conduisent ce qu'on appelle la débassification. Mais le parti Baath avait construit l'État irakien sur une base laïque. Je vais quand même rappeler quelque chose. Sous Saddam Hussein, il n'y avait pas de chrétiens qui s'enfouillaient. Au contraire, les chrétiens avaient tous les droits des chiites, des sunnites, des autres confessions. Et en plus de ça, le numéro 2 du régime bassiste irakien, qui était vice-président, ministre des Affaires étrangères, c'était un chrétien. C'était Tarek Aziz. Bon, ça a été détruit par les Américains. L'Irak, qui exportait des professeurs, etc., est un État où l'analphabétisme, surtout chez les filles, évidemment, s'est répandu. Il y avait l'égalité de la femme dans l'Irak bassiste, total. Et alors, les Américains, à ce moment-là, ont laissé, pour diviser justement la résistance, ont laissé se développer les réseaux d'Al-Qaïda, et on est arrivé à la situation actuelle. On va en Libye maintenant, même chose. Quelle était la colonne vertébrale de la Jamaïria libyenne? C'était le mouvement des comités révolutionnaires. Moi, je les connais bien, Igor, puisque je dirigeais le réseau pan-européen des comités révolutionnaires qui étaient unifiés sur base des continents. Il y en avait en Afrique, il y en avait en Amérique latine, parce que Kadhafi représentait idéologiquement un grand mouvement dans le monde entier. Et donc, quand la Jamaïria s'effondre, eh bien, on met en place de nouveau les Américains et l'État fantoche qui est mis en place à partir de septembre 2011 avec le CNT libyen. On empêche, on détruit les comités révolutionnaires, on poursuit ce qu'on appelle les kadhafistes, et le résultat, évidemment, l'État perd ses enseignants, perd ses cadres, perd une grande partie de ses diplomates. Ça va arriver à un tel niveau, Igor, que pour pouvoir conserver, vous savez que la Jamaïria avait une grande politique d'investissement en Afrique, eh bien, en Afrique, pour ne pas perdre les investissements, on a dû, si vous voulez, laisser en place les anciens cadres Kadhafi. Mais en Libye même, tout s'effondre. Et donc, il n'y a plus de gens. Deuxième chose, que fait-on? On détruit les cadres administratifs. En Irak, on détruit évidemment les cadres du parti Baath, puisque c'est un État-parti. En Libye, que fait-on? On détruit l'organisation de la démocratie directe, et arrive alors la troisième étape. C'est la même chose en Irak, en Libye, c'est la même chose en Somalie. Une fois qu'on détruit l'État, une fois qu'on détruit la société civile, qu'est-ce qui reste, Igor? Eh bien, il reste les sociétés, ce qu'on appelle les cadres naturels, et ce sont généralement les tribus, et ce sont évidemment les gens qui, à la place de l'État, détiennent ce qu'on appelle la force publique, c'est-à-dire les armes, les milices, etc. Dans le cas de la Libye, ce sont les milices organisées sur des bases locales. Il y a des villes milices, il y a des milices politiques, il y a un parti milice qui est Al-Watan, qui est dirigé par un ancien chef d'Al-Qaïda et financé par le Qatar.
Voilà la Libye. Et alors, à un moment donné, qu'est-ce qui émerge de ce chaos? Évidemment, ça, les Américains ne l'ont pas prévu au départ. Émerge ce qui est l'ensemble le mieux organisé, ce sont les réseaux d'Al-Qaïda. Parce qu'ils sont organisés sur une base transnationale. Qu'est-ce qui explique en Irak l'émergence de ce califat? C'est tout simplement que les réseaux d'Al-Qaïda, donc l'État islamique en Irak et au Liban, maintenant ils disent simplement l'État, ils n'ont plus donné de nom. Le califat, les gens d'Al-Qaïda appellent ça l'État, ça indique leur prétention. Eh bien, l'État a des forces, contrôle des zones en Syrie, contrôle des zones en Irak, et c'est ce qui explique leur puissance. Quel a été le maître d'œuvre de tout ce chaos? Ce sont les États-Unis. Lorsqu'ils auront ça, ils pourront organiser un État fantoche à Tripoli. On va mettre en place une autonomie en Cyrénaïque, c'est déjà en route. La Cyrénaïque, c'est le contrôle du pétrole. Tripoli ne contrôle qu'un tout petit peu de l'exportation de gaz. Donc là, le contrôle du pétrole, il se fait par les villes de Cyrénaïque. Et alors évidemment, on laissera les grandes zones sahariennes à des bases militaires, à des unités de drones, etc. Et évidemment, les Américains ont eu ce qu'ils voudront. Et en même temps, on garde la déstabilisation de toute l'Afrique saharienne et subsaharienne, parce qu'il faut comprendre que l'enjeu là-bas, ce n'est pas seulement ça. Qui organise la politique américaine en Afrique, y compris en Libye? C'est le commandement américain qu'on appelle l'AFRICOM. C'est un commandement qui a été créé par George Bush en 2007. Lorsque l'AFRICOM est créé, il y a 2 bases militaires américaines en Afrique. Aujourd'hui, il y en a 35. Toutes ces bases sont installées sur la frontière subsaharienne, justement dans les États qui sont en cours de déstabilisation actuellement, évidemment, avec le djihadisme en Afrique. Donc, qu'est-ce qui va se passer en Libye? Forcément, on va envoyer des capitaux, on va envoyer des conseillers, on enverra peut-être même une force militaire. Vous savez, les Occidentaux sont forts. Il y a encore des troupes occidentales en Europe, avec même la Suisse. La Suisse, que tout le monde pense est un État neutre, participe aux missions de l'OTAN. Il y a des troupes occidentales de l'OTAN à Mogadiscio, parfois sous prétexte de casque bleu de l'ONU. C'est la politique américaine. Et alors, si vous voulez regarder quelque chose, Igor, parce que moi je suis quelqu'un qui réfléchit aussi sur l'histoire, la géopolitique, elle ne s'arrête pas au temps présent, elle ne s'arrête pas aux 10 ou 50 prochaines années, comme la géopolitique américaine ou la géopolitique que je pratique moi. La géopolitique, elle doit avoir un regard sur le passé. C'était le sujet préparé par notre commentateur Igor Yazon. Chers éditeurs, merci de suivre les rubriques Gros Plan sur le Maghreb et nous vous proposons d'écouter un bref aperçu des événements dans la région du Maghreb. La diplomatie algérienne a fustigé vendredi les dernières mises en garde des États-Unis aux personnes souhaitant se rendre en Algérie, dans lesquelles il souligne les risques terroristes d'enlèvement. Dans ce document publié mercredi sur le site Internet du département d'État, les États-Unis soulignent également la présence dans le pays d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, AQMI, et du mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest, MUJAO. L'affirmation selon laquelle 2 groupes terroristes continuent d'être actifs à travers le territoire algérien est manifestement tout aussi infondée que la prétendue alerte du 4 juillet dernier relative à des risques d'attaque contre les établissements hôteliers à Alger, a déclaré à l'agence APS le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz Ben Ali Cherif. L'ambassade américaine à Alger avait demandé à ses ressortissants d'éviter les hôtels appartenant à des chaînes américaines ou gérées par des Américains dans la capitale algérienne les 4 et 5 juillet en raison de possibles attaques terroristes. M. Ben Ali Cherif s'est interrogé sur l'effet d'accoutumance à des formules stéréotypées qui continuent d'être appliquées à l'Algérie, alors même que notre pays a défait le terrorisme et pris place depuis longtemps parmi les acteurs clés de la coopération antiterroriste. La mise en garde américaine ne renseigne utilement ni sur les réalités véritables de la situation sécuritaire en Algérie, ni sur la qualité du partenariat algéro-américain, a ajouté le diplomate.
Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a annoncé jeudi la nomination du diplomate espagnol Bernardino León en tant qu'envoyé spécial en Libye, où il dirigera les missions de l'ONU dans ce pays qui sombre dans l'anarchie. M. León, auparavant envoyé spécial de l'Union européenne en Libye, va succéder au Libanais Tariq Mitri, arrivé à la tête de la mission de soutien à la Libye en 2012. Il apporte à ce poste de nombreuses années d'expérience politique et diplomatique acquises auprès de son propre gouvernement et au sein de l'Union européenne, a relevé un porte-parole du secrétaire général de l'ONU. La Libye est en proie à des combats meurtriers entre milices rivales depuis la mi-juillet.